Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Autocar contre poids lourd, un grave accident a fait 4 morts et une trentaine de blessés sur l'autoroute A1, près de Senlis. La circulation est complètement interrompue dans le sens Lille-Paris depuis le milieu de l'après-midi. La présence de caméras au moment des auditions dans le bureau des juges ne sera finalement que facultative. C'est eux-mêmes qui en décideront. C'est ce que prévoit la dernière mouture du projet de réforme consécutif à l'affaire d'Outreau. Le ministre de l'Éducation, Gilles de Robien, présente au lycée d'Étampes un guide pour faire face aux violences scolaires. 1 an après, la jeune enseignante agressée au couteau dans cet établissement est toujours en arrêt maladie. C'est le dossier de cette édition. Comédiens, chanteurs, sportifs, des personnalités se mobilisent de plus en plus nombreuses pour les sans-papiers de Cachan à Limoges. Notre invitée Josiane Balasco, l'une d'entre elles, l'une des premières. Bonsoir et à tout à l'heure. La France élargit ses missions au Liban. À la demande de l'ONU, elle accepte de participer à la surveillance des côtes pour faire respecter l'embargo sur les armes. Du football enfin, France-Italie, 2 mois après le coup de boule. Les deux équipes se retrouvent demain soir pour les éliminatoires de l'Euro. Les Français récusent toute idée de revanche. 4 morts, 30 blessés, dont une dizaine grièvement. C'est donc le dernier bilan à cette heure-ci de cet accident sur l'autoroute du Nord entre Lille et Paris. Une collision entre un camion et un autocar qui transportait des touristes venus de Russie. On n'en connaît pas beaucoup plus sur les circonstances exactes. La circulation, en tout cas, a été complètement interrompue et le plan rouge déclenché. Gilles Marinet, Chloé Lecomte, Ziden Berkous. Autoroute bloquée près de Senlis, des dizaines de véhicules de secours. Un peu avant 16 heures, ce car a percuté un camion par l'arrière. Un accident provoqué par un ralentissement dû lui-même à un autre accident quelques kilomètres plus avant. Dans le véhicule, une quarantaine de touristes russes. Le bilan est très lourd. 4 décédés, 10 une urgence absolue, donc une plus ou moins grave, et le reste est dans les impliqués. Maintenant, je dirais que la situation est stabilisée. En tout, 4 morts et 30 blessés, secourus par 22 ambulances et autant de véhicules de pompiers qui les évacuent en direction de plusieurs hôpitaux. Ils seront dirigés ils sont en train d'être dirigés vers les hôpitaux de Créteil et d'Amiens. Et s'agissant des blessés légers, nous allons quand même tous les examiner et ils seront vus dans les hôpitaux du département. Il faisait beau sur l'autoroute A1, les conditions météo ne sont pour rien dans l'accident. Il semble que le chauffeur du car se soit laissé surprendre par le camion à l'arrêt. Il ne pourra pas expliquer ce qui s'est vraiment passé. Il est mort sur le coup. Sur place en direct, on retrouve Christelle Bertrand. Bonsoir Christelle, vous en savez un peu plus sur les circonstances de l'accident. Bonsoir. En fait, David, ce soir, l'hypothèse privilégiée de cet accident, c'est ce qu'a évoqué Gilles Marinet dans son sujet, ce serait le suraccident. Un premier accident serait arrivé à 15 km au sud d'ici, aux environs de 15 heures, provoquant un premier bouchon. Et puis le car de touristes russes n'a probablement pas vu le ralentissement et a percuté visiblement à une assez grande vitesse le camion. Des blessés étaient encore évacués sur place il y a quelques minutes, Christelle. Oui, il y a toujours des blessés. Les secours ont également eu un petit souci de traduction. Vous imaginez, ce car rempli de touristes russes, il a bien fallu les réconforter. Donc on a attendu un petit peu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il reste encore des blessés légers ici sur le bord de l'autoroute. Et puis un mot sur la circulation, on le voit derrière vous, qui est toujours très difficile et interrompue dans un des deux sens ce soir. Oui, la circulation est toujours interrompue dans le sens Lille-Paris et ce depuis plusieurs heures. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui attendent à l'arrêt la réouverture de l'autoroute. Et de l'autre côté, dans le sens Paris-Lille, eh bien c'est toujours les bouchons normaux des retours de bureau et puis aussi les petits coups d'œil jetés de l'autre côté de la rambarde pour voir exactement ce qui se passe. Merci Christelle pour ces précisions et on apprend incidemment qu'en raison de l'accident, l'équipe italienne de football qui doit affronter la France demain soir n'a pas pu s'entraîner au Stade de France comme prévu. L'accès était complètement bouché, les Italiens se sont rabattus sur le stade de Senlis. On en reparlera bien sûr à la fin de ce journal. La réforme de la justice, il y aura bien des caméras dans le bureau des juges, oui, mais seulement s'ils le veulent bien. C'est en résumé la principale disposition finalement retenue par le texte de loi qui fait suite au fiasco d'Outreau. La perspective d'un enregistrement systématique des auditions en matière criminelle était très contestée par les magistrats. Explication Dominique Verdaillan, Guillaume Viard. Ce jour-là, dans le bureau du juge d'instruction, il y avait bien une caméra
mais c'était la nôtre. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité. Bon, alors, Garde à vue, audition chez le juge, la caméra sera donc peut-être demain la garantie d'une bonne justice, à une différence de taille. La décision appartient au juge. Soit c'est de sa propre initiative, soit il répond favorablement à la demande du procureur, de la défense ou de la partie civile. Au juge d'instruction également de décider ce qui sera enregistré. Interrogatoire, confrontation, reconstitution, audition de témoins. Certains magistrats craignent que la caméra perturbe le déroulement de leur audition. J'ai peur que l'institution de ce système de film, d'enregistrement filmé, fige les choses. L'avocat sera moins libre, sans doute, d'intervenir, ou il interviendra de manière peut-être plus théâtrale. Lors de leurs auditions devant la commission d'enquête, les acquittés avaient mis en cause le juge Burgot pour ses méthodes d'interrogatoire. Pour Philippe Bilger, avocat général réputé, la présence d'une seule caméra aurait peut-être tout changé. Contrairement à ce que pensent certains de mes collègues, si les propos prêtés au juge Burgot par certains des acquittés ont été proférés, il est évident que la vidéo dans ce cabinet-là aurait empêché certaines dérives. 1er janvier 2008, c'est la date à laquelle le gouvernement voudrait que ce texte entre en vigueur. D'ici là, la discussion risque d'être serrée. Cette révolution concerne 30 000 gardes à vue et près de 20 000 dossiers criminels par an. Tout sera donc peut-être question de budget. À propos de justice, 3 jeunes gens de 20 à 22 ans ont été arrêtés et écroués après la violente agression d'un homosexuel en juillet dernier à Vitry-sur-Seine. On en avait beaucoup parlé. Et ils ont été mis en examen pour tentative d'homicide, enlèvement, acte de torture. Et ils auraient bien agi par homophobie. Franck Genozo, Lionel Langlade. Bruno Viel, 28 ans, gardera peut-être des séquelles à vie. Il est toujours hospitalisé après l'agression dont il a été victime il y a 1 mois et demi. Le 20 juillet au petit matin, il quitte ce bar gay du 1er arrondissement. Il est alors abordé par 4 jeunes hommes. Il tente de séduire le comptable et l'incite à monter en voiture avec eux. Il leur dit clairement, je suis homosexuel, vous me plaisez, vous êt mignon, j'ai envie d'avoir une aventure avec vous. Ceux-ci au début vont jouer le jeu, certains d'entre eux du moins, et très rapidement, ils vont l'emmener dans un endroit pour faire autre chose. On sent qu'ils ont manifestement une envie de se venger. Se venger d'une drague qu'ils trouvent infamante, alors qu'au départ, il ne voulait que le dépouiller. Il l'amène donc dans ce parc de Vitry-sur-Seine. S'ensuit un passage à tabac interminable. Les agresseurs le laissent pour mort dans les fourrés. Nu, il va rester là 30 heures jusqu'à ce qu'une promeneuse prévienne les pompiers. Dans le coma pendant 1 mois, Bruno Viel ne peut aider les enquêteurs, mais leurs appels à témoins vont s'avérer payants. Jeudi dernier, les policiers arrêtent 3 hommes. Ceux-ci avouent et sont écroués. Tentative d'homicide, enlèvement, séquestration, actes de torture et de barbarie, la qualification de leur mise en examen est très lourde. L'homophobie est retenue comme circonstance aggravante, prématurée selon les avocats d'un des agresseurs présumés. Le caractère homophobe un petit peu trop rapidement monté en bannière d'injustice ou de circonstances aggravantes dès les mois de juillet, pour l'instant à mon sens doit être laissé en repos et j'ai la conviction profonde que c'était plus des violences commises par une bande de gamins. Des gamins âgés de 20 à 22 ans. Ce soir, les enquêteurs recherchent toujours le 4e agresseur présumé. Tous encourent jusqu'à 20 ans de prison. Les suites de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation Gilles de Robien a présenté ce matin un plan de lutte contre les violences scolaires, encore un. Une circulaire vient d'être publiée, elle porte sur la prévention mais aussi sur l'accompagnement des victimes. Gilles de Robien a également rappelé la possibilité, à la demande du chef d'établissement, d'instituer une permanence policière dans le lycée ou le collège. Il s'est rendu pour l'occasion dans le lycée professionnel d'Étampes, où une professeure d'art plastique avait été poignardée à l'automne dernier en plein cours. Depuis, elle est toujours en arrêt maladie, elle n'a pas repris la classe, elle vient de publier un livre témoignage. C'est le dossier de cette édition, il est signé Sophie Rodier, Yann Moine. Il y a 8 mois encore, elle vivait dans l'anonymat. Aujourd'hui, Karen Monté-Toutain incarne bien malgré elle la violence scolaire. Ce professeur d'art plastique de 28 ans a été victime de l'acte le plus grave dans l'éducation nationale depuis plusieurs années, les coups de couteau d'un élève. C'est difficile de savoir ce que vous voulez faire après ce genre de choses. Quelle devient votre priorité dans la vie? Est-ce que c'est votre vie de famille? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est de devenir un porte-parole? Toutes ces questions, je me les pose. 16 décembre dernier, lycée professionnel d'Étampes. Un élève se jette sur la jeune enseignante en plein cours. Karen Monté-Toutain reçoit 7 coups de couteau. Son agresseur a 18 ans.
Aujourd'hui, la jeune femme est loin d'être remise de son agression. Elle a écrit un livre. Elle dit ne pas en vouloir à son agresseur. J'aimerais vraiment que ce jeune puisse s'en sortir et ne soit pas laissé à l'abandon dans une cellule. J'aimerais vraiment que ce jeune comprenne déjà la gravité de son acte. J'ai un brin de culpabilité parce que je n'ai pas su lire dans son silence et que j'aurais aimé que ma mission était aussi celle-ci, avant tout celle-ci. Et que c'est bien pour ça que je ne veux pas rester sur cet échec-là. Ce matin au lycée d'Étampes, les élèves ont pris des nouvelles de leurs professeurs. Pour eux, ce drame est difficile à oublier, mais aujourd'hui, ils veulent tourner la page. Les profs, ils ont tout fait pour qu'on oublie vite. Arrêter d'en parler, pour repartir sur de bonnes bases, le plus rapidement possible pour se remettre au travail. Officiellement, Karen Montet-Toutain est toujours professeure à Étampes, mais pour l'instant, elle ne se sent pas prête à y retourner. Je reste sur une journée où je n'ai pas eu le choix de quitter ma classe, de quitter le lycée, et je veux pouvoir avoir le choix de retourner ou de ne pas retourner au lycée Louis Blériot d'Étampes, d'enseigner ou de ne pas enseigner. Je veux que ça soit un choix. Au lycée Louis Blériot, Karen Montet-Toutain est la grande absente de cette rentrée. L'établissement comme elle-même se serait bien passé de leur nouvelle célébrité. Toujours à propos de la rentrée scolaire, on parle beaucoup depuis plusieurs années des programmes. Il s'agit de les réviser, de les simplifier parfois. En tout cas, une étude minutieuse des manuels scolaires au collège vient d'être publiée. L'ouvrage réalisé par un journaliste spécialisé en éducation, Emmanuel Davidenkoff, révèle beaucoup d'incohérences. Diego Garcia, Jean-Yves Blanc. SOS devoir du soir, ça n'existe pas. Alors ce sont souvent les parents qui s'y collent. Seulement voilà, comment peut-on aider quand on ne comprend même pas l'exercice? Y a certaines formulations qui sont vraiment difficiles à comprendre. Exemple trouvé dans un livre de 5e. Un complément d'objet second peut être premier. Allez comprendre. Les manuels sont devenus trop complexes. C'est en tout cas ce que dénonce Emmanuel Davidenkoff. Pour son enquête, il a demandé à 6 enseignants d'éplucher 40 kilos de livres. Je me suis dit, voilà, je vais user de ce que je sais de ce système éducatif pour faire une enquête. Et le résultat de l'enquête est à la limite encore pire que ce que j'imaginais. Des incohérences, des approximations. Par exemple en 4e, à propos de la représentation de la lumière. La lumière ne se voit pas. Il n'y a pas ce faisceau jaune qui se découpe entre la lampe et un mur. L'élève, quand il va ouvrir son manuel pour faire un exercice, peut-être voir une partie de cours, il tombe sur exactement le contre-exemple qu'on a utilisé en début de leçon et qu'on veut démolir. Donc c'est difficile pour nous d'expliquer à l'élève que finalement ce qui est dans le manuel, c'est pas bon. D'autant plus que les programmes du collège manquent souvent de cohérence. En 5e, les élèves doivent voir en géographie l'Afrique et on leur parle de l'esclavage, évidemment. Or, juste avant, en histoire, là c'était la partie géographique, ils ont vu les grandes découvertes et on ne parle pas de la traite négrière comme une conséquence des grandes découvertes. Ce spécialiste de la pédagogie nuance néanmoins le propos. Il faut qu'on apprenne à avoir un regard actif et critique sur ces manuels scolaires et non pas qu'on les utilise d'une manière dogmatique comme étant la vérité incarnée. Pour l'auteur de l'enquête, une réforme est donc indispensable. Le socle commun des connaissances qui entre en vigueur cette année pourrait être une première étape car il demande une modification des programmes et donc une relecture des livres scolaires. On en sait un peu plus sur le profil des familles expulsées du squat de Cachan. Un recensement effectué par la préfecture du Val-de-Marne, rendu public pour la première fois, indique que 54% des adultes concernés sont des étrangers en situation irrégulière. Pour l'instant, vous le savez, tout le monde reste rassemblé dans le gymnase à Cachan et la mobilisation fait boule de neige. Comme il y a 10 ans au moment de l'église Saint-Bernard, des artistes, chanteurs ou comédiens, des sportifs adhèrent au comité de soutien. Parmi ces artistes, Josiane Balasco, vous avez été l'une des premières. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord un dernier point avec Karine Comazzi et Laurent Desbois. 18 jours d'occupation, c'est ce qu'on appelle du provisoire qui dure. Le gymnase est désormais la chambre à coucher des femmes et des enfants. Les hommes, eux, dorment à l'extérieur du bâtiment. Cette bénévole se fraye un chemin dans ce qu'on pourrait appeler le coin cuisine et nous guide jusqu'à l'endroit où dorment les hommes. Nous sommes juste en dessous de la cantine de l'école primaire. Là, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, ils dorment aussi ici.
Et on doit déblayer ce couloir pour permettre aux containers de passer parce qu'il y a une école ici qui accueille les repas des écoles de Cachan. Les familles doivent s'organiser car il n'y a que 6 douches et 4 WC. Et quand on demande pour combien d'occupants, la réponse est floue. Il y en a beaucoup. 500 ? Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi? Non. Non. Une information démentie par un ancien occupant du squat, sans papier comme, selon la préfecture, plus de la moitié des expulsés. Il y a des étrangers qui viennent s'infiltrer pour profiter de l'occasion, je les connais bien. Il y a des gens qui sont venus pour s'infiltrer. Une situation explosive que dénonce un collectif de personnalités du spectacle et du sport, Josiane Balasco, Liliane Thuram et Joe Star, qui ont proposé 70 classes aux expulsés pour le match de foot au Stade de France demain soir. Josiane Balasco qui est donc avec nous. Pourquoi vous êtes engagée? Pourquoi maintenant, Josiane Balasco? J'ai été contactée par le réseau Éducation sans frontières, c'était déjà cet été. C'est eux qui vous ont contacté? Oui, c'est un groupement qui s'est créé spontanément pour protéger les enfants, il y a des professeurs et des parents d'élèves dans la France entière qui ont fait une sorte de résistance aux expulsions des enfants, des parents et des enfants. Parce qu'effectivement, si les parents étaient expulsés, les enfants aussi. Or, dans la loi, on est obligé de scolariser un enfant, même s'il est de parents dans une situation irrégulière. Donc, nous sommes déplacés, nous sommes allés à Cachan, mais je pense que Cachan, on cristallise sur Cachan, mais le problème est beaucoup plus vaste. Et pas seulement des gens qui ne savent pas où aller, c'est des gens dont la moitié sont régularisés et l'autre moitié ne l'est pas. Or, toutes ces personnes ont des gens qui travaillent. Moi, quand j'y suis allée, ce ne sont pas des parasites de la société, ce sont des gens qui travaillent au noir et on sait très bien que l'économie française marche beaucoup sur le travail au noir d'exploitation de gens qui n'ont aucun droit. Mais qu'est-ce que vous demandez en fait? Moi, je pense que quand M. Sarkozy dit on va régulariser au départ 30 000 familles, c'était ça au départ. Il y a 30 000... Il dit on établit des critères et on examine la situation des 30 000 familles. Voilà, on établit des critères. Il y a 30 000 familles qui pourraient répondre à ces critères, il y a plus. Mais parlons de ces 30 000 familles. Ces 30 000 familles de bonne foi se sont dénoncées elles-mêmes au service de la police. Maintenant, il n'y a plus que 6 000 familles. Donc, les autres qui restent... 6 000 qui répondent aux critères répondent aux critères. Mais les 24 000 autres, ça veut dire qu'elles sont expulsables, ça veut dire que ces gens qui ont été se dénoncer eux-mêmes, ils vont avoir les flics qui vont descendre chez eux pour les emmener. Comment M. Sarkozy va faire? Il y a, je ne sais plus combien il y a d'émigrés illégaux en France, il y en a peut-être 200 000. Est-ce qu'il compte renvoyer, combien ça va coûter à l'État et au ministère du Budget de renvoyer 200 000 personnes? Moi, quand je suis allé à Limoges, quand nous sommes allés à Limoges, on a vu des émigrés clandestins, comme on dit, qui étaient en grève de la faim, qui travaillaient en France, qui aidaient à la cueillette des pommes, qui participaient à l'effort. C'était pas des délinquants, c'était pas des parasites, et ils ne prenaient pas le pain des Français parce qu'ils faisaient des choses que d'autres on n'aurait pas forcément accepté de faire. Alors, Josiane Balasco, une proche de Nicolas Sarkozy vous interpelle, c'est une députée UMP, Nadine Morano. Écoutez. Josiane Balasco, je sais que vous êtes une artiste, une femme de cœur, une femme engagée. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une politique d'immigration choisie. Pourquoi? Parce que des règles sont nécessaires et parce que vous comme moi, nous ne voulons plus voir ces personnes souffrir, être mal accueillies, vivre dans des squats. Et je suis sûre que vous pouvez comprendre que notre République, notre démocratie doit se doter de règles pour pouvoir justement avoir une immigration qui soit à la fois responsable, je dirais humaine et en même temps transparente vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, déjà humaine, les gens qui partent menottés sur le simple délit qu'ils n'ont pas de papier, qui sont embarqués de force, des familles dont on sépare c'est arrivé à Cachan, des gens qui de bonne foi émigrés illégaux avaient accepté d'aller à l'hôtel, ont été cueillis alors dès sortie de l'hôtel, leur enfant placé à la DAS. Bon, ça c'est un peu arrangé parce qu'on ne peut pas quand même faire ça. Est-ce que c'est de façon humaine? D'autre part, des règles, mais bien sûr, mais les règles elles y sont. Chaque fois, il y a eu des règles qui ont été faites. Pasqua a fait des règles, Debré a fait des règles, Monsieur Sarkozy fait des règles qui sont de plus en plus restrictives. C'est beaucoup plus dur maintenant qu'il y a 10 ans à Saint-Bernard pour pour pouvoir travailler en France. À qui ça sert les gens? Parce qu'on ne va pas, ne me dites pas que M. Sarkozy, avec tout le, disons, l'abattage qu'il a et ce qu'il dit et tout ça, et à coup de Karcher, il va renvoyer 200 000 émigrés. Hors de France, c'est impossible. Et si on régularise tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas le risque de provoquer un appel d'air qui fera venir encore plus de monde?
Moi, je ne pense pas. Il y a des régulations aux frontières. En Italie, on a régularisé 500 000 personnes. En Espagne aussi. Je sais qu'en Espagne, les règles... aussi des gros problèmes. Oui, mais je sais qu'en Espagne, les règles pour pénétrer sur le pays sont beaucoup plus dures. Bon, mais ces gens, moi j'ai rencontré des gens qui travaillent là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et quand M. Sarkozy dit, c'est pas parce qu'il s'est caché pendant 10 ans qu'il va pas se faire choper, ça veut dire quoi? Ces gens ont essayé simplement de survivre pendant 10 ans, ont participé, et on sait très bien qu'il y a plein de secteurs de l'économie française qui travaillent, qui font du profit avec le travail des émigrés. Donc qu'est-ce qui va se passer? On est aux élections, on agite un drapeau, on dit allez on va en virer une bonne dizaine de milliers, je ne sais pas, et les autres ils vont rester là, parce que s'il n'y a pas eux dans l'économie, et imaginons que ces gens régularisés aient un travail officiel, il faudrait payer des charges, ça rapporterait peut-être un peu plus au ministère du budget. Alors Josiane Balasco, un dernier mot, parce qu'on vous sent passionné. Nous, samedi... Qu'est-ce qui vous... Non mais je vous dis aussi, samedi 3h, place de la République. Il va y avoir, on a fait un appel pour une manifestation, donc les gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision de la France, qui sont des gens humains, mais pas de la façon dont Mme Murano on a compris, appel à manifester samedi à la République. Un dernier mot, mais vous, personnellement, pourquoi vous avez eu envie de vous engager là-dessus? Vous suivez la politique depuis longtemps, ces questions-là? Je suis la politique à partir du moment où je ne fais pas partie de politique, je n'ai pas d'amis politiques, je ne fais pas de la pipolisation, parce que people, non, je suis un être humain comme tous les autres. Il se trouve que lorsqu'on a fait appel à moi, j'ai été touché par ça. Et le fait que ce soit moi, comme par hasard, je peux vous parler. Voilà, ça c'est une leçon de Coluche. Eh bien voilà, c'est fait. Merci en tout cas d'être venu justement nous parler. Merci Josiane Balasco. La politique avec un nouveau soutien pour Ségolène Royal. L'ancienne Premier ministre Édith Cresson fait partie de son conseil d'animation. L'une de nos équipes a pu assister à la première présentation de ce conseil. Ségolène Royal, qui vous allez l'entendre, rend coup pour coup dans la bataille feutrée mais féroce qui s'est engagée avec les autres candidats à l'investiture. Jeff Wittenberg, Christophe Vignal. Cette réunion-là est une première et il est probable qu'elle ne va pas plaire à tout le monde au Parti socialiste. Voici le conseil d'animation politique de Ségolène Royal. Des présidents de région, 30 patrons de fédération du parti, des députés, tous venus exprimer la même chose. Le sentiment d'ailleurs que Ségolène Royal n'est pas seule, qu'elle est très entourée. Des partisans du non au référendum sur l'Europe comme Michel Vauzel, une ancienne Premier ministre Édith Cresson, des recrues diverses pour Ségolène Royal. Ses amis anciens et nouveaux sont priés de répondre aux attaques. Quelque chose de spontané s'est déclenché pour me permettre d'être protégée des différentes attaques, de ne pas les voir et de concentrer toute mon énergie sur les problèmes de fond. Je ne veux pas m'enfermer dans le Parti socialiste. Je veux rester une voie libre. Une autre voix s'est exprimée hier. Lionel Jospin critique une proposition de sa concurrente en matière scolaire, la présence d'un deuxième adulte dans les classes. Une pique supplémentaire et un débat entre candidats socialistes qui se détériore sous le regard des Français. Savoir si c'est Ségolène Royal, Laurent Fabius, Lionel Jospin ou Dominique Strauss-Kahn sera candidat, ils en ont rien à faire. Et on ne peut pas rester là-dessus. C'est comme ça qu'on prépare le 21 avril, ou le retour du 21 avril. 2 mois et demi encore avant de connaître le nom du candidat socialiste, et les nerfs des prétendants sont déjà mis à rude épreuve. Fausse alerte et grosse pagaille à Roissy avant-hier. Un passager portant des chaussures munies de fils électriques a provoqué l'évacuation de 3 salles d'embarquement et la fouille de tous les passagers. En fait, il s'agissait d'une chaussure dernier cri munie d'un dispositif d'éclairage du talon. Et oui, en tout cas, de nouvelles machines sont en train d'apparaître pour détecter les explosifs. Sylvain Le Petit, Alexis Oran. Un simple gadget dans des chaussures et voilà 2 aéroports en partie désorganisés. Ces baskets, les voici. Un modèle déjà ancien dont les semelles s'allument au contact du sol. Dimanche soir, les policiers d'Heathrow, le principal aéroport de Londres, ont détecté les fils électriques dans les chaussures d'un passager somalien d'un vol Londres-Paris-Djibouti. Il n'en fallait pas plus pour inspecter tous les bagages au nom du principe de précaution. Finalement, le passager n'était pas un terroriste mais un marathonien soucieux d'être vu la nuit. Un incident qui illustre bien l'obsession des explosifs dont la détection est l'objet de toutes les innovations, particulièrement dans les chaussures. Cette machine scanne au rayon X les chaussures sans avoir à les quitter. Elle sera bientôt commercialisée. Et à chaque menace, sa réponse. Cette machine japonaise, elle, détecte les vapeurs de liquides inflammables à travers le plastique et le verre. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de prendre l'avion sans quitter ses chaussures, sa veste ou sa ceinture. La multiplication des contrôles va à l'encontre de la fluidité du trafic. Les mesures de sûreté, aujourd'hui, sont arrivées à un tel point qu'elles sont anxiogènes pour les passagers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas l'avion
parce qu'ils n'ont pas envie d'être palpés. L'avenir, c'est donc d'entrer soi-même dans la machine. Ce portique envoie des jets d'air comprimés qui détachent les particules accrochées au corps. Elles sont ensuite aspirées et analysées. En quelques secondes, il est possible de savoir si un individu a été en contact avec des explosifs ou des stupéfiants. Cette machine, encore en phase de test en France, équipe déjà de nombreux aéroports américains. Et puis à noter que la France a assoupli aujourd'hui les mesures de contrôle des passagers pour les vols à destination du Royaume-Uni. Les liquides et les gels sont de nouveau autorisés en cabine, mais sachez qu'ils restent interdits vers les États-Unis et Israël. La France élargit ses missions au Liban. À la demande de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, Jacques Chirac a donné un accord de principe pour que l'armée participe à la surveillance des côtes. Il s'agit de faire respecter l'embargo sur les armes à destination du Hezbollah. Mission cruciale puisque c'est l'une des conditions exigées par Israël, le respect de cet embargo pour lever son blocus. Il reste à définir les modalités d'intervention. Que faire par exemple en cas de repérage d'un navire suspect? L'usage de la force peut-il être autorisé? Ces questions devront être tranchées. Sur place, les soldats français qui préparent le terrain dans la région où le Hezbollah est implanté commencent à sortir de leurs quartiers généraux pour des missions de reconnaissance et de premiers contacts. Envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Abdelzouyesh. C'est la première véritable sortie des soldats français en terre Hezbollah. Un détachement de 50 hommes pour une mission de reconnaissance dans le secteur de Binjbel, bientôt placé sous leur responsabilité. C'est là que les chars Leclerc pourraient prendre place. Mais auparavant, les Français veulent tout savoir des environs. Vous savez ce que c'est ça? Le piton là, qui ressemble à un toit de combat. Là. Il s'agit de savoir d'où est-ce qu'on peut assurer notre mission d'observation et de surveillance. Pas nécessairement de se positionner, quoi. C'est différent. Il faut dire qu'une rapide observation de la zone permet de comprendre qu'elle appartient à la milice chiite. Les étuis de Katyusha sont encore là, la terre brûlée porte la marque des lance-missiles et des postes de combat ne sont pas très loin. Visiblement, ce sont des anciennes positions là. Apparemment, oui, ça serait l'ancienne position, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous reviendriez ici éventuellement pour dépolluer? Sûrement. Ouais. Voilà. Maintenant, après, ça sera décidé plus tard. Plus tard, et avec l'armée libanaise, qui elle aussi se déploie peu à peu. Premier contact, première coordination. Bon, on va quand même avancer avec les VAB parce que je préfère voir les VAB pas très loin, quoi, en fait. À Koudine, où la population a payé un lourd tribut, les légionnaires français vont jusqu'à faire l'admiration de la population. Ce garçon a sauté sur une mine et son grand-père attend beaucoup des Français. L'armée française, elle est dans mon cœur. Pour moi, c'est la France qui a créé le Liban et elle nous a toujours rendu service. Avant de rentrer à la base, ces casques bleus français découvrent ce qui semble être une cache, mais pas question de s'y aventurer, il est trop tôt. Au cours de cette journée, les soldats français ont également eu des contacts avec la population, y compris dans des fiefs du Hezbollah. Mais pour le moment, on ne parle pas de désarmement. La finule renforcée ne fait que s'installer. Et toujours au Proche-Orient, le ton monte entre les États-Unis et l'Iran. George Bush vient de qualifier le président Ahmadinejad de tyran. Il affirme qu'il faut empêcher le régime de se doter de l'arme nucléaire car il est aussi dangereux qu'Al-Qaïda, selon lui. Au Mexique, c'est officiel, le conservateur Felipe Calderón a bien été élu à la tête du pays. L'avance sur son concurrent de gauche, López Obrador, est infime, 0,56% des voix très exactement. Le scrutin a été contesté depuis des semaines. Cette annonce du tribunal fédéral électoral entérine définitivement le résultat. On a appris aujourd'hui la mort de Françoise Claustre. Le sort de l'ethnologue avait marqué la France dans les années 70. Prise en otage au Tchad, sa captivité avait duré près de 3 ans. Michel Monpontet et Emmanuel Beck. Et pourtant, son paysage favori, ce n'était pas le Tibet, mais le Languedoc. Et sa passion, ce n'était pas l'histoire, mais l'archéologie. C'est pourtant grâce à elle, et malgré elle, que des millions de Français découvrent en 1974 l'histoire moderne et accidentée d'un pays au nom encore lointain et mystique, le Tchad, les massifs du Tibesti et ses guerriers. Les Français découvrent aussi un visage et un mot qui deviendra plus tard très à la mode, otage. À la même époque, je me réjouissais de Noël, parce que j'étais sûre de passer Noël en France. Cette année, je n'y pense pas, je ne veux pas y penser. Elle restera 3 ans prisonnière. L'auteur de ces images se souvient de ce reportage qui bouleversa la France à l'heure du dîner. À 20h, les gens, d'un seul coup, ils ont vu une femme qui était une femme humaine.
C'était abstrait, ethnologue, Tibesti, François Ostos, ils ne la connaissaient pas. De ce coup, ils ont vu une femme. Et moi, comme je n'étais pas journaliste professionnel, j'ai posé des questions comme ça d'être humain. Je n'avais pas préparé mes questions. Mais est-ce qu'on peut préparer une question à un otage? Non, je ne crois pas. Ces images, en choquant l'opinion publique française d'alors, sauvèrent la vie de ce bout de femme timide et décidée. Étrange Françoise Claustre. À sa libération, elle voulut dire au revoir et remercier les femmes du village pour la nourriture et la compagnie. Étrange Françoise Claustre, qui à sa libération voulut, avant de regagner la France, visiter les ruines romaines de Sabrata, passion intacte. Puis ce fut tout. Pas de livre racontant ses aventures en exclusivité, pas d'interview, rien. Rien que le simple désir de retourner vivre incognito sa passion pour l'archéologie jusqu'au bout de son chemin. Santé, à quelques semaines de la rentrée universitaire, une étude montre qu'un étudiant sur 4 renonce régulièrement à des soins dentaires ou ophtalmologiques, notamment pour des raisons financières. Beaucoup jugent trop cher les assurances complémentaires. En revanche, parmi les spécialistes, les psys sont de plus en plus souvent consultés. François-Julien Piednoir, Virginie Travers. Ces études sont brillantes, mais pas sa santé. Louisa voit de plus en plus mal, ses dents la font souffrir. Mais avant de se soigner, il faut payer le loyer, s'acheter à manger. Et pas question de souscrire une mutuelle à 160 €, c'est bien trop cher. Louisa étudie donc sans broncher. Ma vue est basse, donc par exemple en amphi, je suis obligé de me mettre tout devant. Il n'y a pas toujours la place. Pour mes dents, je crains le froid, je crains le chaud, donc je dois faire tout le temps attention à ce que je mange. C'est des problèmes basiques qui pourraient être réglés très facilement chez le dentiste, mais bon, c'est beaucoup trop cher. Selon une étude de la mutuelle des étudiants, comme Louisa, un étudiant sur 4 renonce aux soins pour des raisons financières. Il y a les mutuelles, c'est vrai, mais pour un petit budget d'étudiant, elles sont parfois trop chères. De 20 € par an pour une complémentaire de base à 300 pour la totale. Si bien que 13% des étudiants n'en disposent même pas. Le coût du loyer augmente, le coût de l'alimentation augmente, le coût des transports augmente. Et donc que font les étudiants? Ils font un arbitrage entre ce qui est incompressible, ce que je viens de citer, et leur santé. Mais les étudiants n'ont pas renoncé aux soins psychiques. 5,2% ont consulté un psychologue en 2005 contre 1,9% en 2002. Au bureau d'aide psychologique universitaire, on refuse 2 étudiants sur 3 tellement il y a de demandes, car pour eux, pas d'avance à faire, la Sécu paie la consultation. La liste d'attente va jusqu'à 3 mois, parfois 4 mois. Et selon nos statistiques, nous ne pouvons recevoir que 20 à 30% des demandes. Les syndicats et les mutuelles étudiantes demandent donc au pouvoir public de créer une aide à la mutualisation, une sorte de chèque santé afin de garantir l'égal accès aux soins de tous les étudiants. Football avec France-Italie, 2 mois après. Cette fois, il s'agit des qualifications pour l'Euro 2008. Même si les Bleus refusent de parler de revanche, même si Zidane et Materazzi ne joueront pas, eh bien, la finale de la Coupe du Monde sera évidemment dans tous les esprits demain soir. Aujourd'hui, l'Italien est d'ailleurs revenu sur son altercation avec le Français. Nathanaël de Rinxin, Laurent Jaoui, Thierry Breton. On dirait une bande de gosses qui jouent à chat dans la cour de l'école. À l'entraînement, l'équipe de France affiche une bonne humeur déconcertante. Pourtant, la finale de la Coupe du Monde reste bien présente. Et ce geste de Zidane donne à la rencontre de demain face à l'Italie un caractère forcément particulier. Par rapport à tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, ça sera un match électrique quoi qu'il arrive. Si les 2 acteurs principaux de la finale seront absents demain soir, Materazzi continue de faire parler de lui. Depuis cet après-midi, on connaît enfin sa version des faits sur ce qui a provoqué le geste de Zidane. Zidane m'a proposé son maillot et je lui ai répondu que je préférerais sa sœur. J'ai parlé de sa sœur et ce n'était pas bien, c'est vrai. Je jure que je ne savais pas que Zidane avait une sœur. Aujourd'hui, Materazzi demande la paix. Les Italiens, eux, réclament des points. Tenus en échec samedi soir à Naples par la Lituanie, modeste équipe européenne, les champions du monde doivent obtenir un bon résultat en France demain soir. De quoi pimenter encore un peu plus cette rencontre, au goût étrange. C'est pas une revanche, tu gagneras pas, t'auras pas la Coupe du Monde à la fin du match, même si tu les bats. C'est 3 points à prendre et essayer justement de se mettre le mieux possible pour cette qualification à l'Euro. Une nouvelle aventure débute pour l'équipe de France. Un succès demain soir sur les Italiens leur permettrait d'effacer un peu le douloureux souvenir de cette finale perdue à Berlin. Tennis avec les 8e de finale des internationaux des États-Unis et la victoire d'Amélie Mauresmo face à Serena Williams, 6-4, 0-6, 6-2.
Tatiana Golovin, côté français, est également qualifiée. Chez les hommes, déception pour Richard Gasquet, éliminé par Lleyton Hewitt au terme d'un match marathon en 5-7. Et puis enfin, Marc Jiquel, troisième français encore en lice, affronte cette nuit le numéro 1 mondial, Roger Federer. Cinéma parmi les sorties de la semaine, Jardin en automne, une comédie loufoque avec une surprise. Une figure du cinéma français a accepté un rôle à contre-emploi. Vous allez comprendre. Pascal Deschamps, Franck Brisset. Un ministre contraint de démissionner et qui va peu à peu reprendre goût aux petits plaisirs de la vie. Voilà le point de départ de ces Jardins en automne. Une fable pleine de fantaisie, signée Otar Yosseliani, un facétieux réalisateur de 72 ans qui a entraîné avec lui dans cette aventure un célèbre comédien français pour jouer une vieille dame, mère du ministre. Vous avez eu 3 secondes pour le reconnaître, et oui, c'est Michel Piccoli, tout heureux de faire une folie. La première fois que Otar m'a dit « Est-ce que vous voulez jouer le rôle d'une vieille dame ?» J'ai été très modeste, intérieurement j'ai jubilé, et je lui ai dit « C'est peut-être ce que j'attends depuis très longtemps ». Je regrette que ma maman soit décédée, car je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau dans le film. Alors j'aurais aimé qu'elle me voie, qu'elle se voie, pardon. Dis donc, ta cocotte, elle ne doit pas être contente? Ah, elle n'est pas contente du tout, elle m'a quitté. Mais tant mieux. Le ministre devient jardinier, tout un symbole. S'entoure de gens simples et tourne le dos au confort. C'est une fable, on vous l'a dit. Yosseliani aime à peindre le monde de ses rêves. Les gens haut placés, ils ne deviennent jamais les jardiniers. Ils continuent à vivre dans le confort. Toujours, ils gardent leur appartement de fonction et ils continuent de parasiter sur notre dos. Le cercueil vous intéresse tous les 3? Oui. Dans une scène clé, quelques messieurs viennent choisir leur cercueil. Une séquence burlesque et émouvante à l'image du film. Pas besoin d'attendre l'automne de votre vie, nous dit-il, pour cultiver votre jardin. Avant de refermer ce journal, un dernier mot sur cet accident, ce grave accident sur l'autoroute du Nord en milieu d'après-midi. Un quart de touristes russes a percuté un camion. Dernier bilan, 4 morts, tous russes et une quarantaine de blessés. Et on apprend que la circulation dans le sens Lille-Paris ne sera pas rétablie avant 23 heures. Elle a été fermée donc depuis le milieu d'après-midi et la circulation dans l'autre sens reste à l'heure actuelle encore très difficile. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo estivale de Laurent Romeshko. 20h50, le 3e épisode de la saga de l'été, Les secrets du volcan, avec Véronique Jeannot et Maria Pacôme. À demain.